Salut à tous, bienvenue dans Ciné Série et compagnie, l'émission exigeante, sensible et pointue sur le petit et le grand écran. Aujourd'hui, on dégaine. Des stars, des méchants, des gentils, des héros. Bref, ça va faire bang bang. Comme le titre de l'exposition jubilatoire qui nous accueille aujourd'hui et où des artistes réinventent l'iconographie de l'un des genres les plus cultes du cinéma, le western. Notre petit cœur aussi va faire bang bang grâce à la pétillante Virginie Efira. Elle incarne une actrice dans le nouveau chassé-croisé amoureux d'Emmanuel Mouret, Caprice, et se confie à Stéphane Charby dans la super interview. Amour toujours avec une chanteuse à voix, Julie Zenati. Elle a un amour, une passion immodérée pour le petit et le grand écran et dévoile son enthousiasme dans l'extrait interview. Enfin, le screen parfait, lui, ne fera pas de sentiments. Il y sera question de guerre des drones. Good Kill, c'est le nouveau film saisissant d'Andrew Niccol, réalisateur de Bienvenue à Gattaca et Lord of War. Mais tout de suite, on commence avec le regard d'Isabelle Claire sur l'actu du petit et du grand écran. Si c'est une heure, alors là c'est autre chose. Yes, sir. He tried to recruit me for a secret mission. Against the British. Un fermier espion malgré lui. This is war. You never know who's listening. Les prémices de la guerre d'indépendance aux États-Unis. Insurrection is a serious charge. La série de la semaine, c'est un peu l'ancêtre de Homeland. Au XVIIIe siècle, dans ce tout jeune pays qu'est encore l'Amérique, Abraham est enrôlé par ses amis d'enfance pour former avec eux un groupe d'espions. Leur but, infiltrer les forces anglaises présentes sur le territoire pour mieux les combattre. Whatever you're doing, don't. You will stay as far away from this as you can. The hell I will! Si on est content de retrouver Billy Elliot, oui, c'est bien lui, les seconds rôles, moins connus chez nous, sont également excellents. L'histoire d'une nation qui s'écrit sous nos yeux, oh, c'est beau. This is where he lives. He's 27 years old, single but searching. Favorite sports, windsurfing and aikido. Favorite pastimes, cigars and sex. Nostalgique de la VHS et des films maudits, retiens tes larmes de joie. Le nanar, ou plutôt le canard de la semaine, est pour toi. Récemment remis au goût du jour dans Les Gardiens de la Galaxie, Howard is Back. Introuvable depuis sa sortie en salle en 1985, des âmes nobles ont fait renaître ce long métrage. Gloire à eux, gloire aussi à ce tout premier personnage de comics Marvel à se retrouver star d'un film et en plus produit par George Lucas. Doll, I don't drink out of bowls. You got a beer? Beer? Right. Beer, right. God, I can't believe this. Yeah, I'll put you in a bowl. What? Oh, give me a break. Un bide intersidéral il y a 30 ans, mais un film devenu culte pour briller dans les dîners, car en ces temps moroses, quoi de plus réjouissant qu'un canard mal embouché et fan de bière, de cigares et de jolis pépés? Hein? Eh ben rien. Le rendez-vous de la semaine à ne rater sous aucun prétexte, c'est le festival Sérimania 6e édition. Un panorama unique sur la production internationale de séries récentes. Vous y verrez des séries américaines, certes, mais aussi des créations télévisuelles venues des 4 coins du globe comme Sirens, le palpitant polar fantastique israélien. יש על טירוף אמיתי. מתי נהיית כזאת? חשדנית כל כך, מניפולטיבית. Cette année, le festival souligne aussi la place de la femme dans les séries, nous promet des rencontres passionnantes et plusieurs marathons dont une nuit Walking Dead, entre autres festivités. Et ne loupez pas la soirée de clôture avec les 3 premiers épisodes de Mozart in the Jungle, une comédie rock'n'roll au cœur de la musique classique avec Gabriel Garcia Bernal. Waouh! Put you on that stage. And you are not ready. Maestro. You want me? Bref, c'est toujours bien Sérimania, mais cette année c'est vraiment du lourd et ça vient de commencer, c'est gratuit alors on se dépêche. Ne quittez pas, dans quelques instants, une promenade cinématographique parmi plus de 400 photos en noir et blanc qui révèlent le talent de jeunes gens pas encore très connus, mais qui vont pas tarder à le devenir.
Avant, j'étais comme Alain Souchon. En blonde, j'avais des lacunes, mais j'ai décidé de combler ce vide. Si on a découvert Virginie dans des films romantiques auxquels elle apporte un certain plaisir anatomique, ne nous le cachons pas, celle qui a d'abord été formée au théâtre développe avec assurance depuis une dizaine d'années des qualités pour la comédie. Un genre bien difficile dans lequel les femmes ont du mal à exprimer leur talent. Oui, on peut être drôle et jolie grâce à Virginie. Aujourd'hui, on la retrouve métamorphosée, plus sobre à l'affiche du film d'Emmanuel Mouret, Caprice, une nouvelle variation sur l'art d'aimer. Votre métier, c'est formidable. Je pense que je suis pas aussi bon enseignant que vous l'imaginez. Je suis sûre que si. Je le vois à votre tête. On peut peut-être s'embrasser. Ah, pardon, excusez-moi. Enfin, quand vous avez dit s'embrasser, vous vouliez peut-être dire se faire la bise. Virginie Efira, est-ce qu'on peut présenter Caprice d'Emmanuel Mouret comme une histoire d'amour où il n'y aurait ni victime ni coupable? Ouais, oui, oui. Okay. Moi, je trouve. Cette interview est terminée. Merci. Non, mais il y a des gens qui pensent, même dans l'amour à deux, parce que ça existe, figurez-vous. Il y a des gens qui pensent que dans l'amour, il y a le bourreau et la victime, ou en tout cas, quand les gens se quittent, il y a souvent ça. On dit, bah voilà, je pense que ça n'existe pas en amour. Je pense pas qu'il y ait de bourreau, de victime. Je pense que les choses, c'est toujours un tout petit peu plus flou et nuancé que ça. Oh, t'es là. C'est pour moi. Tu pourrais nous rendre heureuses toutes les deux si tu le voulais. Mais en choisissant d'être fidèle, tu choisis de me faire du mal. Mais je veux pas te faire de mal. Alors sois infidèle. Il faut juste que tu saches qu'à partir de maintenant, mon corps est à toi. Par exemple, dans cette histoire, à un moment donné, mon personnage va savoir qu'il y a une autre femme. Pourtant, l'histoire entre eux va continuer. Et elle va même comprendre ça. Elle va avoir une tolérance pour ça. Est-ce que, parce que si quelqu'un nous aime mais qu'il a aussi aimé quelqu'un d'autre, ça diminue le fait qu'il nous a aimés? Je passe forcément. Alors vous jouez Alicia, Oui. une actrice célèbre, Oui. même nantie, qui a un Oui. certain confort de vie. Oui. Ce personnage et la façon dont vous l'avez abordé, est-ce que c'est d'abord d'éviter le cliché autour de l'actrice? Ça, le personnage, déjà, à l'écriture, était suffisamment écrit, pensé pour qu'on ne soit dans aucun cliché, qui peuvent d'ailleurs parfois m'amuser. Enfin, il y a de nombreux clichés sur les actrices. Le caprice, le film s'appelle Caprice. Oui. Est-ce que c'est un cliché, ça, de dire que l'actrice est capricieuse? Oui, mais on sait que dans le cliché, ça contient forcément une part de réel, quoi. Vous savez, je suis très admirative de ce que vous faites. Comment ça? Vous jouez toute la journée devant le public le plus difficile. Vous devez le captiver, le former. Vous vous trompez. Je pense que je suis pas aussi bon enseignant que vous l'imaginez. Je suis sûre que si. Je le vois à votre tête. De Niro, José Garcia, quelques acteurs comme ça ont dit qu'ils abordaient leur personnage à travers une question. Quelles chaussures porte-t-il? Est-ce que c'est une question comme ça qui pourrait vous intéresser, ou quand vous partez de votre personnage, vous partez de quoi? Les cheveux. Les cheveux, parce qu'en fait, elle a une coiffure presque pas existante, vraiment, quoi. Enfin, je veux dire, elle est bien coiffée, vraiment. Mais très Hitchcockien, quoi. Il y a un blond, très, très, très blond. Bon, déjà, on ne veut pas dire que je sois très brune dans la vie, mais là, vraiment, le blond est très, très fort. Et ça revient comme ça, et ça implique un certain mouvement de tête, ça implique... Ça lui donne une aristocratie. Ça lui donne une aristocratie. Quand on a cette coiffure, il n'y a pas de laisser-aller, quoi. Ni dans la pensée, mais ça, vraiment, ça fait un peu bizarre ce que je dis, mais que du coup, c'est lié aussi à la pensée. On se tient comme ça, la pensée est haute aussi. Elle n'a aucune prétention par rapport à son statut social. Le fait d'être une actrice respectable et respectée ne la place pas au-dessus des autres. Mais elle a, un peu malgré elle, cette espèce de distinction qui est là, quoi. Mais de quoi s'est fait une actrice comme vous, Virginie? D'absence de confiance en soi, d'ego, d'une part de narcissisme qu'on contrôle, de curiosité vis-à-vis de l'autre? Je vais arriver à trouver une réponse à cette question.
Moi, à un moment, j'étais beaucoup... je ne dis pas que j'en suis totalement débarrassée, mais peut-être que ça va en évoluant avec l'âge quand même un peu. Quand même, même l'idée de l'illégitimité, de machin, etc., d'insécurité, je me dis c'est un trop grand souci de soi. Que ça soit positif ou négatif, qu'on passe notre temps à dire je suis super ou bien je suis une grosse nulle, c'est à peu près pareil, quoi. C'est quand même avoir un regard arrivé sur soi très fort. Ce qui est pas mal, c'est quand on commence à se dire, tiens, de trouver du sens aux choses qu'on fait, c'est que ça devient des choses un peu extérieures à nous. Donc ça fait en sorte qu'on reste toujours je suis une grande préoccupation pour moi-même. Hein. Je pense que j'ai une curiosité, j'espère qu'elle est en développement encore, mais ça pousse quand même à regarder un tout petit peu en dehors de soi. Est-ce que je suis vraiment avec elle ou avec l'actrice que j'admire depuis des années? Les acteurs qui me touchent, c'est quand même quand je sens une perméabilité entre l'acteur et ce qu'il fait. Bien sûr que j'aime Meryl Streep et l'idée de la performance et tout ça, mais je ne suis pas sûre que c'est ça qui me touche d'abord. C'est quand j'ai l'impression qu'il y a cette idée d'abandon, qu'il y a une part de nous, je crois qu'on est très multiples, et qu'il y a une part de nous comme ça qu'on arrive à livrer, qu'il y a une forme de témoignage sur l'humain. Comme un réalisateur qui a fait un témoignage sur notre époque, un témoignage sur l'humain. C'est de là qu'il y a la possibilité de la beauté, quoi. Jeanne Moreau et Simone Signoret, par exemple, c'est vraiment deux actrices qui me plaisent terriblement. Mais aussi par rapport au portrait de femme que je vois derrière, que je fantasme aussi derrière. C'est-à-dire Jeanne Moreau, je connais aussi ses chansons, des chansons qu'elle a écrites. Parfois, je dis, c'est quoi ce texte merveilleux? Je fais, putain, c'est elle qui écrit ça. C'est dingue. Et il y a une prise en charge aussi d'un certain féminisme. Un certain, parce que je trouve que les femmes peuvent en avoir plein de différents, mais une certaine idée très libre de l'amour, de l'existence, et que je retrouve dans ses choix de films, dans ce qu'elle a fait à côté, etc. Le fait d'être à la fois... où elle peut être extrêmement érotique, et en même temps, on sent que c'est quand même un être pensant tout le temps. J'aime bien que ces deux choses-là puissent se toucher. Et Simone Signoret, pareil, c'est un truc, la force physique, la stature, ce que je fantasmais sur elle à l'époque, on racontait des choses de sa vie privée d'ailleurs, de son rapport à mon temps, quand il y avait Marilyn Monroe. Et puis je voyais cette femme très digne, alors qu'il y avait une autre femme, puis on rejoint l'idée d'Emmanuel Mouret. Ça, je trouve ça très joli, quand même. L'acceptation, l'idée de pas de l'enfermement des codes, quoi. On est ensemble, donc on s'appartient, etc. Et je trouvais que c'est des femmes qui avaient ça en elles, quoi. C'est des réflexions un peu plus larges sur l'amour, mais ça permet de vivre mieux. C'est une école de l'existence. Moi, je prends le film d'Emmanuel Mouret pour une école de l'existence. Ben ouais, à fond. Alicia, le personnage que vous interprétez, est une femme trompée par les hommes. Ouais. C'est une femme pleine de manque. Est-ce que le manque, c'est le sel des acteurs? Je sais pas. C'est marrant, dans le film, à un moment donné, l'actrice fait une scène d'interview et l'intervieweur pose une question très longue, très intellectuelle, et moi j'avais envie dans la scène de répondre et tout ça. Puis il dit non, tu dis juste je sais pas. Je dis ça fait vraiment actrice, ça. J'aimerais bien faire juste de vous donner une réponse comme ça en disant ça c'est très mystérieux. Non, moi j'aime bien parler, essayer de définir les trucs. Mais là j'aimerais bien vous répondre je ne sais pas. Puis peut-être verser une larme. Chère Virginie, comment ne pas être émue par votre démarche d'actrice qui se partage entre le besoin de trouver des réponses et celui d'élargir le champ des questions. Elle est la meilleure parade contre le conformisme et l'apparence dans lesquels certains aimeraient vous enfermer. Et pour nous, l'assurance de vous revoir. Cette semaine, dans le détail qui tue, nous ajoutons un mot savant à votre vocabulaire série. Upfront, présentation par les chaînes hertziennes américaines de leur grille de rentrée. Chaque année, au mois de mai, les 5 networks américains NBC, ABC, Fox, CBS et The CW présentent les séries qui constitueront leur grille de septembre. If we get separated, try and join a white family. Et chaque année, au mois de mai, c'est le début de la torture pour les fans qui craignent pour l'avenir de leur drama ou de leur sitcom favori. Sometimes he doesn't even need to open them up to tell how they died. It's kind of awesome and kind of creepy. Pour savoir si les séries seront maintenues, le critère le plus important est malheureusement l'argent. Contrairement aux chaînes câblées ou semi-câblées comme HBO ou AMC, les networks sont des chaînes gratuites qui ne peuvent se passer de rentrées publicitaires conséquentes. Alors si les annonceurs décident que telle ou telle série ne les intéresse plus parce qu'elle ne fait pas assez d'audience, il sera difficile, voire impossible de la maintenir à l'antenne. What? That's crazy! Oh my god! Hey, but very wise. C'est également durant les upfronts que les chaînes présentent les nouvelles séries sélectionnées pour accompagner la rentrée. Si des locomotives d'audience comme The Big Bang Theory n'ont rien à craindre, et si certains renouvellements ont déjà été annoncés, comme pour Two Broke Girls,
celebrating right now. On croise les doigts pour nos chouchous toujours en suspens, dont The Following. On vous laisse savourer Kevin Bacon quelques secondes. On any given day, there are around 300 active serial killers within the U.S. Most of them work alone. But there's one who's different. Charismatic, cunning. He's been busy collecting followers to carry out his deadly plans. I've seen what he's capable of, and my choice is simple. I'll do whatever it takes to stop him. Les upfronts, ça commence dans quelques semaines et toutes les annulations et renouvellements seront annoncés sur le web. Le suspense prendra bientôt fin. Le monde est peuplé de fans de cinéma et de séries. Et notre envie dans cette émission, c'est de pister ces personnalités qui évoluent parfois dans des univers totalement différents du monde des écrans. Aujourd'hui, je pars à la rencontre d'une chanteuse à voix. Elle a une chevelure flamboyante, des allures fragiles, et elle fut révélée à l'âge de 17 ans dans la célèbre comédie musicale Notre-Dame de Paris. Elle, c'est Julie Zenati. Elle n'a pas son pareil pour chanter l'amour et ses désillusions, mais aussi la force des liens qui nous unissent. On va gagner du temps sur les préliminaires. Elle revient avec un nouvel album, le 6e, intitulé Blanc. Blanc comme la page blanche sur laquelle j'ai très envie que la délicate Julie nous raconte ses envies de cinéma et de séries. De là d'où je viens comme un sort, je reviens toujours à bon port et choisir où l'on va sans perdre le chemin d'où l'on vient. Bonjour Julie. Bonjour. On vous caractérise comme chanteuse à voix, même si c'est un petit peu réducteur. Je me demandais quelles étaient les voix de comédiens et de comédiennes qui vous ont marqué. Ah bah Robert De Niro. Ça se fait ce type de voix-là, granuleuse, un peu cassée. Ouais, ça c'est le genre de voix que j'aime et je pense que j'ai toujours aimé et tout de suite. Ouais, je dirais ça. Des voix de femmes aussi? Plus difficile, les voix de femmes. Ah oui, bah ça doit dater de mon adolescence. Moi, j'adorais la voix de Rachel dans Friends. Ah ouais, mais ça, c'est mon côté midinette. Version originale ou version française, les séries? Bah, d'abord, étant plus jeune, je regardais ça en français, donc je m'étais vraiment habituée à cette voix en français que je trouvais vraiment super. Et alors, quand je suis passée ensuite en anglais, ça a été plus compliqué pour moi, parce que du coup, j'avais perdu tous mes repères. Je la trouvais beaucoup moins rigolote, alors que, voilà. Et il y a une série que j'aime particulièrement parce que j'adore la voix de l'actrice principale, qui en fait est aussi chanteuse, mais ça, je le savais pas, pour le coup, quand j'ai commencé à regarder la série. C'est A New Girl, et du coup, je me suis attachée à ce personnage parce que sa voix m'a plu, et voilà, donc... Elle a quel genre de voix, alors? Elle a une voix un petit peu cassée, très timbrée, très ronde, très chaude. Et quand elle joue, du coup, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est très expressif, comme le chant, en fait. Et c'est très, très agréable à écouter. Enfin, moi, j'adore. Est-ce qu'une chanteuse est une spectatrice comme les autres quand vous regardez un film ou une série? Ou justement, est-ce que vous êtes particulièrement attentive à la musicalité d'une œuvre, d'une voix, peut-être d'une bande originale aussi? C'est vrai que la musique influence, enfin en tout cas pour ma part, vraiment mes films que j'aime revoir. Voilà, enfin moi je suis une grande fan d'Hans Zimmer, donc forcément, voilà, dès que je sais qu'il a fait une musique, voilà, sur un film, tout de suite je me dirige vers ce film. Qu'est-ce qui vous plaît dans sa musique? Parce que certains trouvent ça trop démonstratif. Oui, alors certes, Hans Zimmer, c'est très démonstratif, mais en même temps, quand vous êtes dans une salle de cinéma et que tout d'un coup, il y a 80 violons, 50 corps, et qu'on a l'impression qu'on est complètement happé par la musique, enfin, moi, je suis une chanteuse à voix. Moi, j'aime les grands sentiments, j'aime quand ça s'exprime, et même quand ça dégouline légèrement. Donc, j'avoue que, ouais, oui, c'est sûr, c'est pas de la musique de chambre, hein, on est...
Mais c'est quand même magique. I've got kids, Professor. Get out there and save them. You have no idea when you're coming back. I'm coming back. Est-ce que c'est pas arrivé que vous reteniez parfois une bande originale de film et pas le film, ou que vous aimiez la bande originale et pas le film? Alors, je vais vous raconter une histoire rigolote. J'étais j'étais pas grande. Je devais avoir 11 ans quand Bodyguard est sorti. Et je vais à la Fnac parce que donc j'entends I Will Always Love You. Et l'air me reste dans la tête. Et donc au gars, je lui chante I Will Always Love You. Mais bon, alors sans texte, hein, évidemment. Et je fais... Et le mec reconnaît. Et me sort un tribute, voilà. Et c'était pas encore... Enfin, la bande originale de Bodyguard n'était pas encore sortie. Et voilà, et c'est comme ça que ce film est devenu un de mes films cultes. Et finalement, en le re-regardant, je me suis rendu compte que c'était surtout très, très bien chanté, quoi. Surtout, en fait. Ça a été quoi votre première grande émotion au cinéma? La peur, je pense. Parce qu'il me semble, avec ma grande sœur qui a 5 ans de plus que moi, on a été voir La Belle au bois dormant. Et j'en ai fait des cauchemars pendant des années. D'ailleurs, quand ma fille me demande de regarder ce dessin animé, je botte en touche un peu. Incroyable. Bah ouais, parce que je pense que j'ai vraiment eu très très peur. Parce qu'au cinéma, évidemment, on se sent tout petit. Quand c'est la première fois qu'on va au cinéma, l'écran me semblait incroyablement grand, le son comme ça qui vous entoure. Et je me souviens de cette grande silhouette noire comme ça s'approchant. Je me suis dit, ça y est, c'est pour moi. Elle va me jeter dans le trou. Et le sourire aux lèvres, on évoque notre enfance. On n'a vraiment rien vu venir. Il y a beaucoup de vos chansons qui ont une forme de tristesse. Qu'est-ce qui vous fait pleurer au cinéma? Les histoires d'amour me font pleurer, souvent. Les trucs sociaux aussi, ça me fait pleurer. Enfin, moi, je crois que j'ai la larme assez facile, en fait. Mais après, ça ne se voit pas. C'est-à-dire que je reste toujours très digne. Vous avez la larme intérieure? J'ai la larme intérieure. Mais comment faites-vous? Je souffre. J'en fais des chansons. Je m'en sers pour faire des chansons et je fais pleurer ma voix après. Les années passent, les amis restent, la vie défile. On n'a vraiment rien vu venir. En quelques battements de cils, comme le temps passe, la vie défile. On a tellement de souvenirs. Avant cet album, il y a eu quelques années où vous êtes un blanc, un peu éloigné. Voilà, un blanc, exactement. Vous êtes éloigné de la musique. Est-ce que dans ces cas-là, le cinéma peut être un remède, quelque chose qui accompagne, qui remonte le moral, ou des séries d'ailleurs? Et je dirais qu'en tout cas, c'est à partir de ce moment-là que je me suis beaucoup plus intéressée aux séries et au cinéma. C'est-à-dire que je suis rentrée dans un monde, à la fois onirique, irréel, et en même temps où je pouvais aussi m'identifier, où il y avait toujours des personnages un peu complexes. Et c'est vrai que c'était assez rassurant et réconfortant comme endroit. Surtout les séries, où je me retrouve vraiment en tant que personne, la manière de penser les choses, où vraiment je m'identifie complètement au personnage, c'est-à-dire qu'à un moment, il n'y a plus de filtre. Alors, par exemple Par exemple, et pourtant je suis un peu vieille, je pense, pour cette série, mais c'est Girls de Lena Dunham. Moi, quand j'ai commencé la série, en fait, je n'ai pas pu m'arrêter. C'est-à-dire que je la comprenais. Je comprenais ce qu'elle racontait, ce qu'elle vivait, par quel chemin, les choix qu'elle était en train de faire, entre sa vie professionnelle, sa vie personnelle, les dérives aussi de sa vie personnelle, où à un moment, elle se cherche au travers de ce rapport avec ses amis, et puis chaque personnage qui se construise comme ça au fur et à mesure. Je voyais mes amis. C'est-à-dire, bon, certes, plus à 25 qu'à 30 ans, mais ça m'a rebasculé comme ça dans mes années de légèreté, finalement. The main character is a girl with a lot of tattoos named Anna. Who needs to eat every 2 hours or she passes out. Iowa is amazing! Pour terminer, pourquoi avez-vous besoin du cinéma et des séries dans votre vie? Pour fiche la paix à mon mari. Ça pourrait être une réponse. Pour me nourrir, vraiment. Pour me faire voyager aussi. Et je pense que je fais partie de cette génération quand même de gens qui ont besoin d'images pour voyager. Je ne suis pas une grande lectrice.
Et j'ai du mal d'ailleurs à créer mon propre imaginaire. J'arrive à le faire en musique, mais pas en lisant. Donc j'ai besoin en fait d'images et j'ai besoin de séries et de films et voilà. De Friends à Girls, Julie Zanetti aime les œuvres chorales, les histoires d'amitié. À milieu des clichés sur l'artiste mélancolique, elle prouve qu'on peut être une chanteuse à voix et être pleine de joie. Dans quelques instants, avec le screen parfait, un réalisateur qui, dans bon nombre de ses films, s'intéresse à l'aliénation des hommes à la technologie. Andrew Niccol, souvenez-vous de Bienvenue à Gattaca ou plus récemment Time Out. Good Kill, son dernier long métrage, évoque la guerre des drones menée par les États-Unis. C'est juste après l'expo de la semaine, visite guidée avec Isabelle Claire de Déjà Star, 400 clichés de célébrités en devenir. Si c'est une heure, alors là c'est autre chose. Yes, sir. La découverte de la semaine, c'est cette incroyable collection de photos inédites signée Marcel Thomas, paparazzo sans le savoir. Photographe amateur de l'après-guerre jusqu'aux années 90, Marcel a photographié tranquillement et modestement toutes les plus grandes stars de la planète, de passage dans les hôtels parisiens, grâce à sa gentillesse d'abord et à quelques amis portiers ensuite. Voici 400 clichés triés sur le volet, et un choix subjectif assumé par le commissaire de l'expo. Il y a une photo qui est particulièrement intéressante et qui révèle aussi l'atmosphère dans laquelle Marcel Thomas travaillait. C'est une photo de Barbara. On y voit Barbara collée contre une porte avec un petit crochet de porte qui est fixé dans un mur. Un photographe professionnel aurait demandé à Barbara « décalez-vous juste d'un pas ». Et là, Marcel Thomas, finalement, n'en avait que faire parce que ce qui l'intéressait, c'était l'artiste. Il y a énormément de photos, on se rend compte qu'on peut voir l'environnement autour. Des choses qui, aujourd'hui, seraient soit gommées sous Photoshop, soit on aurait demandé à l'artiste qui prend la pose de se décaler légèrement. Et finalement, ce qui est beau dans la démarche de ce photographe et ce qui donne aussi cet aspect extrêmement sincère et spontané, c'est qu'on sent qu'il a pris les artistes tels qu'ils étaient à l'instant T. Voilà, j'ai la trentaine. J'ai découvert Sigourney Weaver sur la trilogie Alien et le premier de Ridley Scott, sur un personnage féminin extrêmement fort. Et là, on la voit souriante, légère, avec une chemise légère. C'est une image complètement différente de l'artiste qu'on peut voir au cinéma. Et ça, c'est intéressant, de voir qui sont les personnes derrière les personnages. Des artistes pris sur le vif, sans mise en scène fabriquée, une émotion très forte face à ces visages qui sourient à Marcel et qui ne savent pas encore de quoi leur avenir sera fait. Alors que nous, on sait. On se sent ému parce qu'il y a une part de nostalgie. Le regard qu'on porte aujourd'hui sur des artistes quand ils étaient jeunes, c'est un peu le regard qu'on porte sur nous-mêmes quand on était jeunes. Où est-ce que j'étais moi quand j'avais son âge? Et donc l'idée, c'est de se dire, finalement, on a vieilli avec ces artistes. Ces artistes sont toujours là, je suis toujours là. Et si l'exposition se passe au Crous, établissement rassemblant les étudiants qui ont le même âge que les stars en devenir, ce n'est pas un hasard. Et du coup, le message qu'on avait envie de porter auprès des étudiants aujourd'hui, c'était de dire « vous serez les stars de demain ». Aujourd'hui, vous faites des études, vous êtes à l'université, vous êtes dans des grandes écoles. Demain, vous serez des grands avocats, vous serez peut-être aussi des artistes, vous serez des enseignants, vous serez des chercheurs. C'était ça. Les vraies personnalités derrière leurs personnages, une ville de Paris sublimée et le cadre atypique d'un photographe à part, l'héritage est aussi précieux que magnifique. Merci Marcel. Allez, ciao. Chaque semaine, dans le Screen Parfait, un cinéaste accepte de nous délivrer ses principes de réalisation. Et aujourd'hui, c'est Andrew Niccol, un homme capable de passer de la science-fiction pure, avec Bienvenue à Gattaca, au réalisme le plus violent, avec Lord of War, que nous avons rencontré. Il nous parle de Good Kill, son dernier film dénonciateur, dans lequel son acteur fétiche, Ethan Hawke, incarne un pilote de drone de combat en pleine remise en question. So what'd you log? 6 tours, 200 combats before you got here. Is it so bad? You're still making people safer, right? Rifle when ready. This is the way.
I had no cooperation from the actual military because I'm telling an uncomfortable truth that they would rather not tell. But I did have former drone pilots who would make everything authentic. Ce n'est pas à la réalisation, mais en signant le scénario de Truman Show, un film racontant les dangers de l'ultra-surveillance et de la télé-réalité, qu'Andrew Niccol s'est fait remarquer à l'âge de 33 ans. Il enchaîne l'année suivante avec son premier film Derrière la caméra, un huis clos orwellien dans lequel il revient sur la privation de liberté et le contrôle du peuple par la surveillance. Le monde découvre alors un cinéaste engagé, plaidant pour la liberté individuelle, le droit à la création et contre les dérives d'un monde dangereux régi par le profit, tout au long d'une filmographie surprenante par sa variété de genres. Andrew Niccol est un homme habité, il le prouve à nouveau avec Good Kill, dans lequel il dépeint une guerre tactique et froide menée par drones interposés. You want to know about my job? Yesterday, I was flying over a house in South Waziristan. It was night when I started watching, but they couldn't see me even if it was day. It was the house of a Taliban commander. He wasn't home. Inside, his wife and family were sleeping. When he did come back, around dawn, the family was still inside, but I wasn't sure when I'd get this chance again, so I blew the house up anyway. What he's suffering from is schizophrenia, because, we have never asked a soldier to do what he does. Normally, a fighter pilot flies in, they drop their bombs, they fly away. With a drone, you drop your missile, and then you stay above your target for up to 24 hours. And so you do something that they call damage assessment, which is actually counting the dead. So you can see exactly what's happened. And they cannot see you. You are a mile in the sky. Even if you looked up at the sky, directly at the drone, you wouldn't see the drone. He spends 12 hours a day fighting the Taliban, and then he goes and picks up his kids from school. Another one of my jobs is the damage assessment, which is our way of saying counting the dead, which is not as easy as it sounds. He thinks he's Top Gun. When he was a kid, he went, maybe saw the movie, and he thought, I'm going to become Top Gun. And he did. And then he was yanked out of the cockpit. I gave him this kind of American muscle car. It's actually a Firebird. But I deliberately didn't paint the fender. Like one fender is unpainted, because on a military salary, you can't afford to fix your car. So it was sort of just a way of subtly telling the audience that, yes, he can't achieve what you imagine he's going to. He's not as slick as Tom Cruise, because that's not reality, that's not life. It's not going to be like that. And even the house that he's in was actually owned by someone in the military. So it's not that that's the exact house that military personnel own. It's a small little house, and that's it. À travers sa mise en scène, Andrew Niccol crée un véritable effet miroir entre deux mondes que tout sépare. Here you have two deserts. One we have turned into Las Vegas, and all the glitz and lights, and the other one in Afghanistan is still the desert. And so the contrast is obscene in a way, in a very interesting way. Those houses in Afghanistan are cookie cutter, and same in his suburb that goes on forever, So I also deliberately chose the last house on the last street before it becomes the desert, in Las Vegas. Just to show his connection really to what he's seeing 11,000 kilometers away. Dans son film, le réalisateur met en emphase la distance installée entre le soldat et sa cible, et pour cela, il place le spectateur au plus loin des terres. I never went on the ground in Afghanistan or Pakistan or Yemen. I was always had the viewpoint that he had from above. And then when I went and I photographed him in Las Vegas, I again went above him. So it's
It's the way he has a God's eye point of view, he thinks, but then above him, there's God. Day or night, drones are in the sky above whatever God-forsaken place we're at war with that day. Engage at your discretion. 3, 2, 1. Good kill. And war is now a first-person shooter. And half of you were recruited because you are a bunch of gamers. Some of the young pilots would play, basically, they would fight the Taliban with their joystick, like it's PlayStation, for 12 hours. And then they would go home to their apartment in Las Vegas and they would play video games. So how do you possibly get separated like that when you know, you're fighting a virtual war and then you're going home and playing video games? It's just, maybe it desensitizes you to war. The military decided PlayStation was the best way to model it, was the best way to use for drones. So I'm just following what they did. They invented it. And they're the ones who are recruiting gamers, you know, to fight a war. Depuis 1997 et son premier film Bienvenue à Gattaca, Andrew Niccol parle d'un même sujet, la privation de liberté, une obsession qu'il a du mal à admettre. I don't like to analyze what I do because it's, I'm superstitious. I think if I really know what I'm doing and why I'm doing it, I won't be able to do it anymore. John Lennon had this most beautiful, there's a John Lennon quote where he said, if you try to put your finger on it, you can push it away. So if I could put my finger on exactly why I do what I do, I'm afraid I wouldn't be able to do it. En attendant de mettre le doigt sur ce qui le pousse à filmer, Andrew Niccol livre ici un film fort et étonnamment intimiste. Ciné-série et compagnie, c'est tout pour aujourd'hui. Fans de western, fans de cinéma tout court, faites-vous plaisir avec cette exposition Bang Bang. C'est jusqu'au 18 juin prochain à la Galerie Sakura du Marais à Paris. Et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau cocktail savoureux de héros en tout genre. Salut! The whisper of the leaves is a rhapsody in green. Hey ho, hey ho. The whisper of the